Je m'appelle Samuel Bonvoisin. Je viens du Pas-de-Calais, donc voilà, vraiment dans le nord de la France. J'ai grandi dans une ferme, voilà, vraiment, un peu classique d'une ferme du nord quoi, blé, betteraves, patates, et vaches laitières avec, voilà une sorte d'attachement, à la nature, mais sans plus. Mon père nous a jamais, nous les enfants, poussés plus que ça à aller à la ferme et à participer, à la ferme. Je pense qu'il imaginait un autre avenir, pour ses enfants. Et puis, je suis ingénieur agronome, j'ai fait des études, d'agronomie, ouais, pendant 5 ans et j'ai découvert la permaculture, après la fin de mes études. Curieusement, entre 2003 et 2008, pendant mes études, j'ai pourtant beaucoup voyagé pendant mes études, mais j'ai pas rencontré la permaculture. Et j'ai rencontré en étant animateur dans une association de jardins ouvriers, sur la métropole lilloise. Et il y a une des jardinières de l'association tout simplement qui m'a dit: «Ah mais je fais de la permaculture». Du coup je suis allé voir un petit peu, puis j'ai commencé à me former. Je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. Voilà, donc en 2009. Quand j'ai commencé à travailler à transmettre la permaculture, donc beaucoup plus tard, hein, il y a 5 ans, en 2016, je me suis un peu, forcé, à poser en fait ça, qu'est-ce que c'est que la permaculture avec des mots un peu simples et quelque chose aussi qui soit compréhensible. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup, que c'est pas forcément évident de le présenter simplement et puis surtout, j'aime aussi dire que c'est quelque chose de un peu naissant et donc mouvant. Donc du coup, voilà, j'ai pas envie d'enfermer la permaculture dans la définition que j'ai aujourd'hui, mais la définition que j'en donne, c'est que, pour moi, c'est important de dire que c'est à la fois une science et un art, qu'il y a toute une dimension très scientifique, mais aussi toute une dimension, bah, voilà, on fait appel à de l'intuition, on fait appel à la création de beau aussi, d'harmonie, des choses dont on a aussi besoin, donc c'est une science et un art. Au centre de la permaculture, il y a la conception. Donc c'est, la science et l'art de concevoir des systèmes, et pas n'importe comment en fait, en s'inspirant de l'observation du vivant. Donc ça serait ça pour moi la définition. Et souvent on me pose la question: «Mais pourquoi en fait on crée ça, pourquoi on veut créer des systèmes?» Et ce qui me vient souvent, c'est qu'en fait on veut créer des systèmes qui vont dans le sens d'améliorer les conditions, pour le vivant, sur notre planète. Donc toute la notion de régénération, toute la notion d'habitabilité de la Terre pour nous et aussi pour les autres espèces qui y vivent. Vers l'âge de 11-12 ans, j'ai été baigné grâce à l'impulsion de mes parents dans l'éducation populaire et dans ces associations d'éducation populaire dans lesquelles j'étais donc jeune enfant, on m'a beaucoup, poussé à me questionner sur le monde et à avoir des rêves pour le monde. Et donc, aussi loin que je me souvienne dans ma mémoire d'être humain, j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours eu, envie de changer le monde, envie d'être, au service d'autre chose que ce qui est là, voilà, toujours dans la projection. Pendant longtemps, j'ai été, ce qu'on pourrait appeler un militant. Donc, mes rêves, c'était, bah, voilà, de prendre tous les problèmes du monde et puis d'essayer de les changer, de transformer ces choses-là, d'être dans une optique un peu d'affrontement aussi avec, une autre partie de gens qui veulent aller dans une autre direction. Donc je vivais un peu dans cette croyance qu'en fait, le monde va, là où il y a une sorte de lutte un peu, qui l'entraîne entre tout le monde. Et la rencontre avec la permaculture, ça m'a permis de rêver différemment. Aujourd'hui, je rêve, dans quelque chose où je suis conscient que mon rêve, va rencontrer le rêve des autres et aussi le rêve pas seulement d'humain quoi, mais aussi le rêve d'un arbre, le rêve d'un animal, le rêve de la planète aussi. Et donc mon rêve en fait c'est, voilà une planète dans laquelle, on accepte de mêler nos rêves, de les faire se rencontrer. Souvent quand je parle de la permaculture aussi, je dis que la permaculture c'est une danse entre, le rêve du permaculteur, le rêve du designer et le rêve du système, de l'écosystème. C'est pas de moi, ça m'a été transmis par Chansak, un collègue permaculteur, que tu connais.
Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette image de la danse, des rêves. En 2009, au moment où j'ai découvert la permaculture, en fait, ça m'a poussé à revoir, à repenser en fait ma manière d'être au monde. Une des toutes premières choses qui a été partagée par le formateur, c'était que le tout premier principe, c'est de faire avec le vivant et pas contre lui. Et ça m'a renvoyé en fait à ma vie de militant, en fait, d'être toujours contre, d'être toujours pas d'accord en fait, pas d'accord avec les OGM, pas d'accord avec la guerre en Irak, pas d'accord avec le CPE. Donc, ma vie, c'était beaucoup des manifs, des actions pour essayer de convaincre les autres, donc d'être finalement un peu contre les autres, mais pour leur bien, hein, comme toujours. Et du coup, il y a émergé tout doucement un peu ce rêve d'une vie où on renverse un peu la vapeur, quoi, au lieu de... Je dis on parce que c'est un rêve dans lequel j'ai été... le rêve de Serendip, c'est un rêve qui est né avec Jessica, ma compagne. À ce moment-là, c'était l'idée de se dire, et si on mettait au centre de notre vie du positif, quoi, du plus, où on se lève le matin en ayant l'impression de construire et pas de chercher à détruire. Et de nourrir notre puissance en fait, de vie plutôt que de nourrir notre impuissance à essayer de changer ce qui est autour et qu'on ne peut pas changer en fait, ou difficilement. Et du coup, ça a été un rêve d'un lieu dans lequel on puisse à la fois vivre et travailler, qui puisse être un lieu au service d'aujourd'hui, mais aussi au service de demain. Et dans notre tête, à ce moment-là, c'était une ferme dans une école ou une école dans une ferme, et en tout cas un lieu ouvert, un lieu d'accueil. Une des images qu'on avait, c'était qu'à cette époque-là dans notre vie, on voyageait beaucoup. Et on a commencé à accueillir nos enfants et on s'est rendu compte qu'on allait beaucoup moins voyager. Et on s'est dit, en fait, voyager, c'est pas seulement prendre la route et aller loin, mais c'est aussi parfois juste accueillir des gens de passage, accueillir des gens qui peut-être même viennent de loin, et être dans cette joie de la rencontre, en fait, et dans ce dépaysement de la rencontre. Et donc on s'est dit qu'on sait ce qu'on aimait dans le voyage, c'était les rencontres et le dépaysement, et que ça, on pouvait le vivre à travers un lieu qui soit presque une sorte de lieu port d'attache, où il puisse y avoir des bateaux qui viennent du monde entier et qui viennent faire escale quelques jours. Et c'est comme ça qu'est né le rêve de Serendip, de cette vision. Et puis il y a eu plein de choses, hein. Pendant 4 ans, on a cherché à faire ce projet avec des amis dans le Nord. Et puis on a quitté le Nord avec nos enfants, on a voyagé un peu en France, on a découvert la Drôme. On a décidé de s'installer dans la vallée de la Drôme parce qu'on a senti que c'était un endroit où notre rêve il pouvait s'incarner, pouvait se réaliser. Et du coup, c'est comme ça qu'en 2014, on a posé un nom sur ce projet qu'on a appelé l'Oasis de Serendip et qu'on a invité des gens à nous rejoindre pour partager ce rêve et puis surtout la réalisation. Serendip, c'est quand même un nom, ça veut dire faire une découverte par le hasard, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça vient de sérendipité. Et la sérendipité, c'est un mot qui a été inventé dans les années 70 par un auteur américain à partir d'un conte perse du XVIIe siècle qui s'appelle Les Trois Princes de Sérendip. Et ouais, c'est l'histoire des Trois Princes et de leur manière envoyés par leur père dans une sorte de quête existentielle, de quête un peu spirituelle aussi, d'éveil à l'âge adulte et puis à la préparation de l'exercice du pouvoir. Cette quête, en fait, elle les emmène dans un endroit où finalement ils ont l'impression de rien vivre d'extraordinaire, que la vie ne leur offre que des choses un peu fortuites, un peu pas très intéressantes à vivre. Et puis ils sont condamnés à mort pour avoir supposément volé, je crois que c'est un dromadaire ou un chameau. Et puis ils arrivent en utilisant tout ce qu'ils ont appris et qui pourtant sur le moment leur semblait pas si intéressant que ça au cours de leur voyage, ils arrivent à se sortir de ce mauvais pas. Et donc c'est cette image finalement de est-ce que je suis capable ou non d'accueillir ce que la vie m'offre et que j'avais pas été chercher, est-ce que je lui donne de l'importance et est-ce que je suis capable de remobiliser ça à certains moments quand ça devient utile, nécessaire dans ma vie.
Et nous, on aime beaucoup cette image que ça rejoint un peu l'idée du rêve et de la rencontre des rêves. C'est est-ce qu'en fait, on vit une vie réglée, organisée, de bout en bout, où on sait déjà ce qui va se passer, ou est-ce qu'on est dans cet accueil de ce que la vie nous offre? Et le vivant, en fait, la définition du vivant, c'est justement ça, l'incertitude, le hasard ou la sérendipité. Donc voilà, donc on a mis cette philosophie, parce que c'est presque... parfois la sérendipité, c'est juste simplement décrit comme étant juste comme ça une découverte fortuite, mais en fait pour nous c'est presque un art de vivre, c'est une manière de se mettre au service du vivant, à l'écoute en tout cas du vivant. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert avec ce lieu? On a découvert beaucoup de choses, on s'est découvert nous déjà, beaucoup, parce que le fait de s'ancrer, le fait de construire des projets, de vouloir que ces projets y durent, de sortir d'une approche, on va dire, de l'immédiateté, presque de la consommation, pour entrer dans le temps long, dans la recherche de stabilité, de résilience. C'est surtout déjà apprendre à se connaître soi, à savoir se positionner, créer un système qui nous convienne aussi à soi personnellement, à un nous en tant que collectif. Donc ça, Serendip, c'est surtout une histoire de collectifs qui se sont succédés. C'est un projet qui a démarré très vite, à partir du moment où on a posé un peu ses premiers pas en 2014, où on a fait un financement participatif qui a contribué à la fois à énormément nous faire connaître, parce qu'on a beaucoup communiqué, aussi à découvrir les effets paradoxaux ou un peu les effets non désirés de beaucoup de communication, parce qu'il y a aussi du coup beaucoup de personnes qui ont découvert Serendip à ce moment-là et qui ont imaginé un projet qui était déjà en route, une réalité en fait, alors que ce n'était que quelques jets de crayon sur un papier, on va dire. Et puis l'année 2015 a été folle, quoi, avec la création d'un collectif en janvier, un accompagnement par l'association Colibri, la rencontre du lieu dans lequel le projet s'est ancré au mois d'avril, la signature d'un compromis au mois d'août, et finalement l'entrée dans les lieux en novembre, tout ça dans la même année, avec un collectif du coup de personnes qui ne se connaissaient pas avant. Donc toute cette dimension aussi de la rencontre, de mettre en commun les rêves, essayer de définir une intention commune. Et puis aussi vite que le projet s'est constitué, que le lieu a été acheté, ce premier collectif il a éclaté en janvier 2016, donc très très vite, quelques semaines après l'achat. Et là on a découvert toute cette difficulté à créer de la confiance, à être dans l'acceptation des inconforts aussi que ça peut générer de se lancer dans des projets comme ça. Et jusqu'où le collectif, on va dire, est taillé pour accompagner les inconforts des uns et des autres. Est-ce que c'est ça qu'on est venu faire? Est-ce que le fait d'être dans l'action, dans le concret, ça aide aussi à créer le collectif, à faire qu'on se rencontre? Donc l'année 2016, ça a été l'année des remises en question, et puis finalement du passage à l'action, au concret, avec du coup un nouveau collectif qui s'est constitué, donc déjà un deuxième collectif, et qui pendant 3 ans a essayé de porter ce projet. Donc on a commencé tout doucement la rénovation de ce lieu, qui est un lieu avec un ancien corps de ferme, 11 hectares, la moitié de terres agricoles, la moitié de bois, un gros volet d'expérimentation, à la fois sur les aspects agricoles, l'agroforesterie, des questions autour de l'eau, la gestion de l'eau, l'hydrologie, des choses autour des plantes aromatiques, médicinales, l'accueil d'animaux sur le terrain, une expérimentation aussi d'un point de vue humain, on va dire, la vie en collectif, la sociocratie, la gestion des conflits, la dimension de la transmission, le partage, l'échange. Donc toutes ces choses-là qu'on a pu expérimenter, et puis avec des personnes qui ont participé plus ou moins longtemps. Il y a eu aussi du renouvellement pas mal dans ce collectif. Des tensions, beaucoup.
au point aussi de vivre voilà, le procès, le contentieux avec des personnes qui sont parties et qui ont réclamé d'être remboursées de façon anticipée de leur argent. Et du coup, le fait aussi de sentir qu'on part pour une belle aventure. On apprend aussi que les belles aventures, là où on met le plus en termes d'attente, en termes de niveau d'exigence aussi de ce qu'on a envie de vivre, c'est là aussi où quand on ne vit pas ça, la chute est brutale et voilà, l'écart entre le rêve et la réalité, il peut être fort et difficile en fait à traverser, à vivre. Donc c'est aussi beaucoup de moments d'accueil et d'acceptation du réel en fait, tout simplement. De se dire que le réel n'empêche pas le rêve, on peut continuer à rêver. Mais le rêve ne doit pas empêcher non plus d'avancer dans le concret, dans le réel, avec les gens qui sont là, avec le territoire aussi, avec le maire, avec qui les relations n'ont pas forcément été faciles jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a conduit d'ailleurs en 2019 à fermer, en fin 2019, à fermer le lieu. Donc aujourd'hui, le lieu, il est plus vécu, habité. Il y a toujours Chloé qui vient jardiner, Paolino qui est à Cézanne, mais voilà, il n'y a plus d'habitation sur place. On a retiré les habitats légers. Et donc il y a un peu cette difficulté aussi à aujourd'hui continuer à porter ce projet tout en n'étant plus sur place. On a eu le sentiment pendant un moment de régresser, en fait, de reculer, puisqu'on y est venu, on y a habité pendant 3 ans, avec la famille, les enfants. On y a vécu en collectif, avec jusqu'à une quinzaine de personnes sur place. Et aujourd'hui, voir le lieu vide, en fait, voilà, il y a un sentiment de retour un peu à la case départ. Et pourtant, non, en fait, tout ce qui s'est vécu, voilà, ça s'est construit, c'était des briques. Et que entre ce qui se voit, entre la réalité de ce qu'on peut voir quand on vient dans un lieu comme Serendip et où on se dit c'est vide, il n'y a personne, et puis tout ce qui est dans l'invisible en fait, dans les réseaux qui se sont tissés, les liens avec les gens du village, les enfants qui se sont finalement scolarisés à l'école du village, qui ont créé des liens aussi avec d'autres enfants, avec la dynamique du territoire, de la Biovallée dans lequel je suis aujourd'hui administrateur, les liens qu'on a créés avec des projets proches comme les alvéoles, dans lequel aujourd'hui je viens animer des formations, les Amanins aussi, et d'autres oasis et d'autres lieux avec lesquels on est en connexion. En fait, tout ça, c'est la lenteur d'un écosystème qui se crée, c'est de passer de la logique des pionniers qui fonctionnent un peu seuls, un peu envers et contre tout, dans un écosystème, à celle voilà, des plantes qui arrivent plutôt vers la fin de la succession, avec des interactions fortes, un mycélium qui vient un peu connecter tout ce monde, qui va voilà, créer des logiques de solidarité, des logiques d'entraide, de soutien mutuel. Et ça, cette transition, ce passage par la succession, en fait, pour moi, c'est ça qui est le moteur en fait, de l'avenir. En fait. Je sais que des humains déracinés et pionniers partout là où ils vont être, ils iront pas loin. Ils iront vite, mais ils iront pas loin. Et que c'est uniquement en passant par l'ancrage dans le territoire et la multiplication des interactions que des lieux comme des oasis ou des écolieux, des éco-hameaux, etc., en fait, ont des chances de pouvoir avoir un impact réel et transformer en profondeur la société. Donc c'est aussi une vision, celle voilà, de sortir de lieux ou d'initiatives isolées, voilà, un peu comme des points d'eau au milieu du désert. Voilà, c'est un peu l'image que peut renvoyer l'oasis. Et pour moi, c'est pas ça du tout, en fait. L'oasis, c'est au contraire, c'est la connexion avec tous les peuples. Et la capacité à faire se rejoindre les gens dans des endroits qui sont propices, qui sont accueillants et où on a envie de se poser ensemble, même si on parle des langues différentes, même si on a des histoires différentes, même si on a des cultures différentes. Du coup, pour la 3e fois, remis un peu l'ouvrage sur le métier, ouais. On s'est dit que c'était reparti. Quand je dis on, c'est toujours avec Jessica, toujours ma compagne. Pourquoi ? En fait, on a accepté, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important, parce que souvent quand on a cette vision un peu de l'extérieur d'un projet où les gens sont là depuis 6 ans et ils repartent, etc., on se dit « ouais, c'est courageux ». Et en fait, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de courageux. En fait, quand ça va bien et que je suis à fond, j'y mets de l'énergie.
Et puis, quand les choses vont pas dans le sens, j'ai aussi cette capacité à lâcher, à lâcher prise, à pas chercher à porter coûte que coûte. Donc, j'essaie d'être dans cette douceur vis-à-vis de moi-même et je pense que collectivement, on essaie d'être dans cette douceur vis-à-vis de nous-mêmes, de savoir lâcher quand il faut lâcher et de savoir tenir quand il faut tenir. Et du coup, on a lâché, quand on a dû quitter le lieu. On s'est retrouvés chez nous, on a pris le temps de digérer ce moment. Et puis on s'est posé cette question, est-ce qu'on a envie de continuer, d'arrêter? On s'est dit qu'on avait envie d'arrêter. Et puis après on s'est dit, et si on arrête, qu'est-ce qu'on ferait? Et là on a pris le temps d'y réfléchir et puis on a commencé à dessiner nos rêves. Puis au bout d'un moment on s'est dit, mais c'est quand même étrange, nos rêves ils ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on essaie de construire depuis 6 ans avec l'Oasis de Sérendip. Et donc du coup on a décidé qu'on allait continuer. Voilà, donc c'est vraiment le moment de cette détente en fait, de se dire que tenir pour tenir ça sert à rien, mais que si on lâche, qu'on accepte de regarder ce qui se passe et que peut-être le message c'est en fait on a envie d'y retourner, ben, on y retourne. Puis on a eu cette chance, comme à chaque fois qu'on a relancé un peu ce projet, d'avoir aussi des nouvelles énergies. Donc là il y a Guylain et Barbara, voilà, un nouveau couple qui nous a rejoints, qui nous a poussé un peu en disant ouais c'est super, il faut y aller. Et du coup, en sachant aussi qu'ils étaient là, voilà, c'était aussi plus facile de se relancer. Je suis très conscient que j'ai pas la même fraîcheur, la même énergie que quand je me suis lancé la première fois, mais je pense que j'ai appris et du coup, peut-être que j'ai moins de fraîcheur, mais plus de sagesse. Enfin, j'en sais rien en tout cas. C'est, je sens que j'y vais avec une énergie plus mesurée, mais avec aussi plus de cartes, un peu plus de cartes en main, un peu plus l'impression de savoir ce que je fais par rapport à la première fois. Voilà. Et puis je pense que aussi j'accepte, comme la première fois, que ça peut ne pas marcher et qu'il y a même de grandes chances pour que ça foire. Et c'est ok en fait. Je pense que quand on se lance dans des projets en se disant qu'on n'a pas le choix et qu'il faut que ça marche, c'est une pression énorme. Voilà, donc moi je pars toujours dans mes projets en me disant est-ce qu'il y a une place pour le fait que ça marche pas dans ce projet et s'il y a une place alors j'y vais. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement de ton expérience Pouh. Chez nous, on est clairement dans cette idée de créer un lieu. On est aussi en train de chercher un terrain sur la route. Et on va être confronté à plein de choses. Là, si je retire quelques fils déjà de ce que j'ai partagé, je dirais, je pense qu'il faut choisir un territoire avant de choisir un lieu. Et voire même, quand on choisit son lieu, il faut choisir en fonction du territoire. C'est vraiment en fait à cet endroit, à l'endroit du territoire, à l'endroit des connexions entre un lieu et ce qui se passe autour, qu'il peut y avoir vraiment des choses qui peuvent être fortes, en fait, qui peuvent se nourrir. Et je pense que les rêves d'autonomie et les rêves de résilience, en fait, ce sont des rêves de connexion, ce sont des rêves de faire village, de faire quartier, de faire communauté avec d'autres gens. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à choisir un carré de terrain, quoi. Et éventuellement quelques arbres, une bâtisse, etc. Mais je pense que En tout cas, moi, aujourd'hui, je choisis ça, je choisis ce territoire. Après, je pense qu'il faut choisir la lenteur. Parce qu'en fait, si on choisit pas la lenteur, c'est la lenteur qui nous choisit. Il y a un truc autour. On a un truc, je pense, nous, les animaux, et peut-être les humains en particulier, qui aiment cette sorte d'urgence de vivre des choses à notre échelle, en fait, à l'échelle de notre vie. Et je pense que beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la résilience, de l'autonomie, de la capacité à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, tout ça réside dans la sagesse d'une lignée, en fait, d'une tradition, d'une génération. C'est pas forcément d'ailleurs de père en fils, ça peut être juste d'un ancien à un plus jeune, ça peut être d'un voisin plus âgé à un voisin moins âgé. Enfin, je crois que si on pense être malin seul ou tout réinventer, en fait, je pense qu'on ne travaille pas à la bonne échelle de temps. Je pense que on est malin quand on ancre des choses dans de la transmission, dans du lien et qu'on accepte que les choses elles vont se faire petit à petit.
Et du coup, d'accepter exactement comme quand on plante un arbre, de ne pas en récolter forcément les fruits tôt ou les fruits tout court. De se dire qu'en fait, on plante des lieux comme ça, on plante des initiatives comme ça pour, voilà, pour d'autres en fait. Quoi. Et sans pour autant être dans une logique sacrificielle. Moi, je sacrifie rien du tout. Je vis ce que j'ai à vivre, mais j'accepte d'avoir l'humilité de reconnaître que ce que je vais créer, ça sera qu'un début de quelque chose. En tout cas, j'essaye. Et de ne pas chercher voilà, à voir quelque chose de forcément très abouti. Et peut-être moi, par rapport à mon parcours dans la permaculture, c'est vrai que j'ai pas trop raconté ça, mais quand j'ai commencé à transmettre la permaculture en 2016, en fait, une des choses qui m'a frappé, c'est que j'avais un peu l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'accueille des gens qui sont en transition, changement de vie, avec une grosse réflexion. Souvent, ça accompagne aussi de beaucoup d'émotions, quelque chose d'assez fort. Et moi, en fait, je viens un peu avec mes gros sabots, parler de permaculture et tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie de prendre plus soin de l'humain, d'aller chercher plus, de comprendre plus l'élément humain dans le système permacole. Je me suis plongé dans les neurosciences, dans la psychologie sociale, voilà, pour essayer de mettre plus dans le design de mes formations cet élément humain et aussi de transmettre plus de cette compréhension pour chacun, en fait, pas seulement du monde qui nous entoure, mais aussi du monde à l'intérieur de nous et de comment il coévolue avec le monde qui nous entoure. Et du coup, ça, c'est pour moi une des choses qu'il ne faut absolument pas négliger, quoi. C'est que on peut rêver un lieu, on peut rêver le monde, mais on peut aussi se rêver soi. Et on peut aussi aller à la rencontre de soi-même, en fait. Plutôt que de s'embarrasser de préjugés ou de croyances, ou d'être agacé par soi-même, ou d'avoir l'impression d'être l'élément limitant du propre système qu'on est en train de créer. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent dans un lieu comme l'Oasis de Serendip et avec des grandes aspirations au changement de vie. Et puis en fait, au moment où ils viennent s'installer à la campagne, par exemple, ou dans un écolieu, en fait, ils réalisent que ils se font chier, que c'est hyper dur, que ça leur correspond pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Tant qu'on ne vit pas, tant qu'on n'est pas dans cette construction, comme le propose le design en permaculture, à travers l'action, en fait, à travers une observation active, tester les choses, expérimenter, passer par le woofing. Ce que vous faites avec le permaculture, c'est extraordinaire pour ça. Et de se dire, je passe d'une vision romantique qui est conduite à un changement de vie, mais sans préparation, à quelque chose qui peut être vraiment une lente construction de qui je suis et de quelle place j'ai envie d'avoir. Peut-être qu'en démarrant le permaculture, on peut se dire, ce que j'aurais envie, c'est de vivre dans un écolieu, et puis après avoir vécu tout ça, peut se dire, en fait, mon rêve, il a changé, il a évolué, et aujourd'hui, c'est un peu plus précis, ou c'est même assez loin de ce que j'avais imaginé au départ. Et c'est je pense que c'est ce rôle-là que peuvent jouer des écoliers aujourd'hui. Ce sera une machine à déromantiser la transition écologique, quoi. Je sais pas si déromantiser, ça existe, je pense pas. Mais... en tout cas, moi, je me sens souvent un peu le méchant de l'histoire, quoi. Celui qui casse les rêves. Mais pour construire de la réalité. Et c'est ça et ça n'empêche pas, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, mais ça n'empêche pas d'avoir des nouveaux rêves, en fait. Ce sera juste d'autres rêves. Casser de la magie du premier rêve pour arriver vers le deuxième, puis le troisième. Ce qui est fort, c'est de créer un écosystème, justement, autour de soi. Ouais, ce qui est fort, en fait, c'est de se rendre compte que la vision romantique, elle vient du fait qu'on est déconnecté. Quand on est déconnecté les uns des autres, en fait, on a une projection. C'est comme quand vous êtes sur Facebook, vous voyez la vie des gens à travers des photos, etc. Donc vous avez une vision romantique de la vie des autres. Vous dites, waouh, ça a l'air trop bien, ce qu'ils vivent et tout. Puis en fait, quand tu connais la personne dans la vraie vie, tu sais qu'elle a comme tout le monde, elle a ses galères, que ce qu'elle met sur Facebook, c'est un prisme qui est super aussi, qui est chouette, mais qui nourrit du coup le fantasme et la vision romantique, quoi. Et il n'y a que la connexion, il n'y a que le fait d'être connectés les uns aux autres qui permet de pouvoir avoir des bases un peu solides et de se dire ok, je suis pas fou, je suis pas nul, je suis juste un être humain qui avance, j'ai pas plus ou moins d'énergie que les autres, et mon énergie, je peux décider de où je vais l'emmener,
mais en connaissance de cause, quoi. Je me jette pas à corps perdu en mettant plein de moi et plein de choses dans quelque chose en me disant que ça va être une idylle. Voilà. Vivre en écolieu ou créer un écolieu encore plus, c'est loin d'être une idylle, quoi. C'est pas enfin, c'est la passion dans un certain sens, c'est vrai. Et tant mieux de vivre sa passion, je pense que c'est vraiment important. C'est poursuivre son rêve, ça c'est sûr, mais c'est aussi du coup se prendre les pieds dans le tapis plein de fois, faire des choses qui marchent pas, accepter que du coup on avance et on recule, et qu'en fait reculer c'est aussi avancer. Voilà. On a un carnet de citations dans nos sacoches, où on aime bien avoir les citations des personnes qu'on rencontre, qu'on interviewe. Est-ce que toi, il y en a une qui te tient, t'aimerais partager? Ouah. Ça peut être de toi ou de quelqu'un d'autre. Oula. Je sais pas si je serais capable de me citer moi-même. Bon, il y en a une, je pense, dont j'ai fait presque un de mes mantras. Elle est attribuée à Léonard de Vinci, je sais pas si elle a déjà été citée ou pas, mais je crois pas qu'elle soit vraiment de lui. Mais c'est va voir dans la nature, c'est là que se trouve ton futur. Et voilà, je trouve que c'est une de celles qui me porte le plus, on va dire. Après, moi, j'aime beaucoup, c'est un peu plus ancien dans mon parcours de vie, mais une citation d'un pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire. Et il dit personne n'éduque l'autre, et les autres ne nous éduquent pas. Mais les hommes s'éduquent les uns les autres par l'intermédiaire du monde. Et pour moi, ça veut surtout, voilà, ça remet en fait la perspective de la transmission et du partage, en disant qu'en fait, on n'a rien à apprendre aux autres et les autres n'ont rien à nous apprendre, mais que si ensemble on accepte de se confronter en fait au monde, à la réalité, au vivant, etc., en fait, c'est là où on va apprendre le plus. Voilà, 2 citations. Pour la sacoche. J'observe le monde des personnes qui se définissent comme étant en transition, et qu'elles soient militantes d'ailleurs ou pas. En fait, ce que j'observe, c'est que on manque encore cruellement de douceur pour soi-même, d'abord, et pour les autres. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de plus en plus d'essayer de mettre au cœur de ma pratique en fait, de vie, de mon design de vie. C'est de m'offrir de la douceur, déjà et avant tout. Voilà, m'offrir de la tendresse, être dans cet accueil en fait. Et moi, je vous invite vraiment à vous offrir de la douceur, à vous offrir de la tendresse, parce que vous allez voir que ça change. Voilà, la vie est très différente, c'est beaucoup plus sucré quand on s'offre ça. Et du coup, c'est un facilitateur de plein d'autres choses en fait. Voilà. Et de lâcher sur le fait de vouloir changer le monde, parce qu'en fait, le monde, c'est pas nous qui allons le changer, il va se changer tout seul. C'est en prenant chacun un petit bout de chemin qui nous semble juste que le monde, en fait, il finit par trouver son chemin. Yes. Merci pour ton partage. Yes, avec plaisir. Curieux de voir ce que va devenir Serendip, du coup. Ah, tu seras invité à venir raconter la suite du podcast. Trop bien. Merci. Avec plaisir.